Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Feuille de match avec une équipe un peu resserrée, mais je pense que nous aurons de quoi échanger et partager ce soir sur donc les événements de cette semaine. Messieurs, bonsoir, Patrice Basile. Bonsoir, j'espère que oui, on fera une belle émission parce que les sujets s'y prêtent. Et on a vu des beaux matchs, on a vu des surprises, on a vu plein de choses un peu incroyables, voilà, et puis des déceptions évidemment avec Marseille et tout ça, mais on va en parler. Oui, également avec nous, monsieur 11 minimum sur 14. J'ai nommé Guillaume Michaud. 11, c'est mon chiffre préféré, comme le nombre de joueurs sur le terrain. On espère continuer sur ce rythme-là. Et puis, pourquoi pas un 12 sur 14, 13 sur 14 et peut-être 14 sur 14, ça ce serait bien. Oui, ce serait également bien. Nous avons une belle grille pour ce dimanche 8 mai. Pas moins de 500 000 euros à gagner, à valider avant 8h55. Nous avons un PSG 3. Lorient-Marseille, Reims-Lens, Clermont-Montpellier, Angers-Bordeaux, Villarreal-Séville FC, Atlético de Madrid, Real de Madrid, un beau derby, Hellas Vérone, AC Milan, le RB Leipzig face à Augsbourg, l'Eintracht Francfort face à Borussia Mönchengladbach, Bayern de Munich, Stuttgart, Leicester face à Everton, Arsenal, Leeds et enfin Manchester City face à Newcastle. Donc 96 €, cette petite somme pour gagner à mon sens avec les précieux pronostics de nos experts ce soir. Donc c'est 500 000 € de pactole. Monsieur, j'ai envie de dire panache, anthologie, match dans l'histoire. Depuis, on a été régalé sur ces 2 derniers jours, n'est-ce pas? Si on parle du match Real contre Manchester City, c'est vrai que c'est un match qui rentrera dans l'histoire pour plein de raisons. D'abord parce que ce qui se passe avec le Real, c'est incompréhensible, c'est irrationnel, comme on dit. C'est la première fois, moi, personnellement, que je vois un but avec 2 têtes. C'est la première fois. En moins de 2 minutes. Non, mais c'est ça qui est fou. Des ballons arrêtés sur la ligne, des goals qui font des arrêts avec un doigt de pied. Enfin bon, on est dans le surréalisme total et je comprends la déception de Man City parce que, encore une fois, le Real ne méritait pas de passer ce tour. Il a moins bien joué que son adversaire et pourtant, il est passé, encore une fois, comme au PSG, comme contre Chelsea. Et jusqu'où s'arrêtera-t-il, comme dirait l'autre? Donc, je sais pas, il doit y avoir un marabout qui est derrière ça. Je sais pas. Justement, est-ce qu'il y a un chat noir non, mais c'est quasiment. Est-ce qu'il a. Non, pas plus. Une malédiction. Pas plus que le PSG, pas plus que Chelsea, qui ont tout fait pour renverser la situation et le Real dans les dernières minutes à chaque fois, c'est incroyable. Tu remarqueras que les 3 clubs dont tu parles, c'est 3 nouveaux riches en plus. En plus. Et c'est vrai que là, il y a une conversation qui commence à remonter. Est-ce que c'est l'âme du club qui fait que le Real arrive à renverser des situations aussi improbablement? Donc franchement, je vous dis, à la 88e minute, j'allais faire comme les supporters du Real, quitter le stade. Et d'ailleurs, on a vu des supporters du Real à qui on a annoncé qu'il y avait une remontada. Ils ont couru dans l'autre sens pour rentrer dans le stade. Et non, vraiment belle campagne du Real Madrid. Et que dire de Liverpool? Oui. Liverpool qu'on avait déjà donné gagnant, on avait déjà fait les synthés, les tableaux avec un Liverpool gagnant, et on regarde le score à la mi-temps, Villarreal ils étaient revenus avec un 2-0 déjà à la mi-temps, donc si c'est le gardien de Villarreal il fait un bon match, c'est un match qui peut aller en prolongation, donc voilà, c'est un peu la magie de la Champions League. Donc il suffit d'une affaire entre espagnol et anglais apparemment. On aurait pu avoir que de l'anglais. On aurait pu avoir que de l'anglais finalement. Liverpool et Manchester, c'était pour moi les 2 meilleurs clubs du monde qui se retrouvaient effectivement en finale de Champions League. Non, mais ça promet une belle finale en plus en France, au Stade de France. On verra bien jusqu'où la patte de lapin du Real Madrid tient encore le coup, mais franchement. Quand on voit les 3 matchs du Real, c'est vrai que le Real n'a rien montré vraiment en termes de football, mais à chaque fois, il y a une sorte de rage de vaincre. Ils ont une sorte de façon, parce que c'est vrai qu'on peut reprocher à City de ne pas avoir tué le match, en fait, quelque part. Parce que c'est pareil, ils auraient pu marquer 4 buts dans ce match, mais et puis Guardiola qui fait ses changements bizarres à la fin, comme si pour lui, c'était déjà acquis, le match était plié, mais non. Et
Et c'est ça qui s'est passé, c'est que Real y a cru jusqu'au bout, et puis voilà, ils ont renversé la Et situation. puis on peut parler même de Kamavinga, hein, ton petit préféré, ton petit chouchou là. C'est ça. Il a rentré, il a changé le match, il est incroyable. Incroyable. Incroyable, j'ai jamais vu un gars, à la fois dans la qualité de passe, la capacité à repli défendre, le repli défensif, il a changé la face du Real Madrid. Et je pense même que les autres là au milieu ils commencent à se dire le petit là, C'est ça. l'année prochaine il risque de me prendre ma place. Donc, C'est certain, Kamavinga a une énorme carrière devant lui, et je pense que ce n'est que le balbutiement d'un futur crack. Et que dire du CV d'Ancelotti qui, doucement, sûrement, aujourd'hui quand même, je ne sais pas si on a beaucoup suivi Mourinho et les autres, mais c'est quand même le seul aujourd'hui, entraîneur en exercice, en tout cas, qui a gagné un championnat dans chaque majeur de championnat, et qui en passe de pouvoir aussi peut-être rajouter une autre Ligue des Champions. c'est quoi, c'est sa 4e, c'est ça? Voilà. Avec 2 avec Milan, une avec Real. Bah oui, c'est ça, oui. pas mal. Donc, Mais là, c'est 4e, je crois, avec différents clubs en plus. différents clubs, Voilà, oui. ça. Oui. Non, mais Ancelotti, c'est un grand monsieur. D'ailleurs, on voit bien le flegme du gars quand il y a des buts. Il est là, bon, d'accord, etc. Dire qu'on l'a eu comme entraîneur au Paris Saint-Germain. non, mais les changements, je pense aussi que c'est du concret, c'est pas seulement. Oui, il a renversé le match. D'accord, c'est Oui. Il a fait aussi des choix. Bien sûr, important. Et je rajouterais que c'est même le mentor d'un des plus grands entraîneurs actuels, Zidane, hein, quand même. Oui. Zidane, il a commencé en étant assistant Absolument, d'Ancelotti, absolument. et on retrouve un peu sa patte ouais. côté gestion humaine. Ouais, C'est quelque chose, je pense, il s'est inspiré de Ancelotti, à mon avis. tout à fait. Et monsieur Kazir de Marseille, j'ai sorti l'écharpe et tout pour pouvoir me présenter en finale. Et puis, Va falloir mettre du rouge et blanc là. c'est clair. Pas loin, Heureusement. un peu comme le Villarreal, pas très loin. C'était la dernière chance française de gagner une compétition européenne cette année. Bon, bah tant pis, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Je pense que Marseille a, je dirais, payé sa débauche d'énergie de ces derniers temps. Je pense que l'équipe est un petit peu fatiguée, les joueurs sont fatigués. Payet qui se blesse, c'est un signe. Guendouzi, le meneur de jeu, c'est pareil. Donc oui, bon, malheureusement, j'espère pour Marseille qu'ils ne perdront pas tout parce qu'ils sont dauphins, mais on voit que leur défaite contre la semaine dernière contre Lyon les a fait revenir à 3 points de Monaco. Donc attention, c'est pas gagné. Enfin, on en parlera tout à l'heure. On peut en parler déjà, mais on va bien rentrer dans le vif du sujet, messieurs, avec le premier match de cette grille, avec les titulaires, un triomphe sans gloire. On sent un petit peu un club, on va dire un peu sans panache, à la roue libre. Bon, on a l'impression que vivement que la saison se termine. On part en vacances, on oublie tout ça et on repart. Mais avant, il faut affronter 3 et dans les confrontations, bon, c'est vrai que le PSG mène donc 16 victoires contre 2 de 3. Est-ce que on ira vers une victoire logique du champion en titre ou bien une surprise des Troyens à l'extérieur? Disons que la fin de saison pour le Paris Saint-Germain est baignée par le conflit entre ses supporters, qui n'ont toujours pas digéré évidemment la défaite du Real. Et en fait, il n'y aurait que la signature hypothétique de Mbappé, qui prolongerait éventuellement, qui pourrait raviver le sourire des supporters. Mais sinon, le PSG est condamné jusqu'à la fin de la saison à jouer ses matchs un petit peu en disgrâce. Quand on voit la fête qu'a été celle du Real quand ils ont fêté leur titre l'autre jour, et la manière dont le PSG est champion cette année, c'est triste. Et puis il y a 3 qui, mine de rien, est en train de se sauver avec cette fin de saison incroyable et qui peut-être va venir fêter son maintien au parc. Donc attention à 3 parce que c'est vrai que le PSG, quand une équipe en roue libre contre une équipe qui a envie de se faire plaisir, ça peut créer une petite surprise. Alors évidemment, moi, j'ai pronostiqué le PSG gagnant parce que de toute façon, il y a 3 millions de kilomètres de distance entre les deux clubs. Mais quand même, attention, au football, rien n'est fait. Guillaume? Bah oui, effectivement, je pense qu'on risque de voir un PSG un peu en roue libre. Ils sont vraiment pas concernés par la Ligue 1. Mais ils jouent bien quand même. Ça déroule. Ah oui, bah ils ont fait le nécessaire pour être champion. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, quand on voit comment le club par rapport au trophée UNFP s'est comporté, c'est-à-dire que tous les joueurs vont partir au stage au Qatar, pendant qu'on va décerner les trophées, notamment de meilleurs joueurs, qui a priori sera de fortes chances qu'il soit attribué à Kylian Mbappé. Donc je pense qu'ils sont complètement pas concernés par la Ligue 1. Ils sont largement meilleurs que 3 sur le papier, il n'y a pas de souci. Donc je mettrai effectivement Paris en 1. Mais n'hésitez pas à mettre la surprise en 2, 3 et moi je vais la mettre. Je vais mettre le 1 et le 2, clairement.
D'accord, deuxième match, messieurs. Lorient face à Marseille. Il va falloir aller ramener ces quelques regrets et les mettre de côté peut-être avant le match. Parce qu'il y a une place de dauphin à conserver. Elle est un peu sous la sellette avec donc les 15 points, non, les 12 points. Les 12 points à glaner, il me semble, pour s'assurer de cette place de dauphin et donc de cette place aussi en qualificatif pour la Ligue des Champions. Est-ce que Marseille, second, pourra l'emporter logiquement face à une modeste équipe de Lorient? Tout dépend de l'état de forme de Marseille et puis de leur état au niveau du moral, parce que comme ils ont perdu, ils se sont fait éliminer ce jeudi par Feyenoord, donc ils vont arriver un petit peu la tête sous les chaussures. Mais bon, il y a 3 points à prendre et c'est pareil pour Lorient qui n'est pas sauvé. Attention, donc Lorient a besoin de points aussi. Donc il faut absolument éviter les barrages et pour ça passe par une victoire ou un match nul contre Marseille. Donc ça va être un match, mon avis, qui va pas être mauvais, parce que Lorient a fait une belle fin de saison malgré tout. Et Marseille, faudrait pas qu'ils perdent tout, parce que c'est vrai que Monaco arrive très fort derrière et leur place de dauphin n'est pas garantie. N'est pas garantie. Rennes également. Et Rennes aussi. Enfin, il y a tout un peloton derrière qui arrive un peu comme les Tour de France. Parce que Marseille finit sur un Marseille, un Strasbourg-Marseille, et puis il y a un Marseille-Lens. Enfin, c'est très compliqué, Guillaume. Est-ce qu'il va falloir justement récupérer quelques points, sinon la totalité des points à Lorient? Clairement, pour moi, c'est le match où ils ne doivent pas se rater. Un adversaire qui est plus qu'abordable. Parce qu'après le reste, c'est compliqué. Après le reste, ça va être compliqué. Après, bon, ils peuvent quand même réussir ce match-là, il n'y a pas de souci. Mais Lorient, c'est, que je dis, un adversaire largement abordable. Ils auront Payet qui sera a priori absent, parce qu'il s'est blessé aujourd'hui, donc c'est pas très bon. L'équipe un peu fatiguée, on le sent. Donc c'est pour ça que... Il faut gérer les temps faibles et gérer les débauches d'énergie. Ça peut être évident. Donc je vois une victoire de Marseille parce que un peu comme Paris, l'effectif est meilleur, mais par rapport à la fatigue, à leur état mental aussi, c'est pas forcément évident d'être arrivé aux portes de la finale et de pas pouvoir y entrer. Je vais tenter le nul aussi, donc je mettrai le double. Je mets beaucoup de doubles en Ligue 1 parce que c'est un championnat un peu compliqué quand même, faut le reconnaître. Donc le nul ou la victoire à l'extérieur pour Marseille pour moi. Alors, je n'ai pas précisé qui c'est que je mettais en vainqueur. Je mets quand même Marseille vainqueur parce que je pense ce match est très important pour eux. Merci. Reims lance prochain match, donc troisième match de la grille, le 12e contre le 8e, entre gens du Nord. Moi je mettrais une petite pépite sur quand même Lens dans la dynamique, mais on a vu depuis la semaine dernière que Reims peut être aussi au rendez-vous des surprises. Patrice? Là, on rentre dans les matchs plus ou moins sans enjeu finalement, parce que ni l'une ni l'autre des équipes qui sont là n'a quoi que ce soit à sauver. Reims, ça y est, ils sont maintenus. Lens, qu'est-ce qu'ils ont allé chercher? Peut-être une victoire de prestige. Et puis surtout, ils finissent bien. Donc, il ne faut pas oublier qu'ils viennent de battre Nice. Ils ont fait nul contre Paris. C'est ça. Donc, ils se sont bien relancés. Donc, moi, ce match-là, je vois plutôt un match nul parce que Reims et Lens sont à peu près les mêmes, les mêmes qualités. Lens est meilleur quand même que Reims, mais Reims a le vent en poupe en ce moment. Et comme ils jouent chez eux, pourquoi pas. Et puis, il n'y a pas vraiment d'enjeu dans ce match. Donc, quand il n'y a pas d'enjeu, c'est difficile d'aller chercher quoi que ce soit de plus. Donc, je dirais nul et peut-être un petit plus à Lens, qui quand même a un jeu beaucoup plus, offensif que Reims. En tout cas, Guillaume, j'ai vu que les confrontations étaient assez équilibrées. 20 victoires pour Lens, 19 pour Reims. Est-ce qu'on va vers un match nul alors que certains ont besoin de points, Patrice le disait? C'est vrai que finalement Reims 12e, Lens 8e, ils ne peuvent plus espérer grand-chose. Lens c'est un meilleur effectif mais légèrement supérieur, pas tant que ça. Reims a la forme pour elle, Reims à domicile. Donc il y a des arguments de chaque côté en fait au final. Et comme souvent on voit quand même des matchs nuls en fin de saison, est-ce que ça en serait pas un match nul? Donc je vais miser là-dessus. Ce sera mon nul sec de la grille, match nul entre Reims et Lens. Voilà messieurs, prochain match Clermont face à Montpellier, le 17e contre le 13e. Qu'est-ce qu'on fait de ces équipes un peu dans le ventre mou? En même temps, je pense que Patrice n'aura pas de difficulté à dire que Clermont a besoin de points, besoin de se rassurer. Bon, Montpellier, pas de panache.
En tout cas, au niveau des confrontations, Clermont mène au score, puisqu'ils ont 8 victoires contre 6 à Montpellier et seulement 2 matchs nuls. Alors c'est vrai que Clermont, c'est compliqué en ce moment pour eux et vraiment la fin de championnat est pénible. Parce que jusqu'au bout, ils luttent pour ne pas descendre. Ils avaient un petit matelas confortable à un moment donné qui est en train de s'épuiser match après match. Donc c'est vraiment à l'arrache qu'ils essayent de garder leur position actuelle, mais c'est pas facile. La chance qu'ils ont, c'est que Montpellier, c'est pas mieux. Montpellier, en ce moment, c'est une équipe qui manque de motivation, qui a enchaîné 6 matchs sans victoire. Ça prouve quand même qu'ils ont un gros problème cette fin de saison. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on le dit, Montpellier, depuis le départ de leurs 2 stars, là, ils n'ont jamais retrouvé le second souffle. Donc, c'est peut-être une chance pour Clermont d'aller gagner au moins un match nul sur ce match-là. Et évidemment, s'ils peuvent, petite victoire. Clermont on l'oublie souvent, mais a un super joueur devant qui s'appelle Bayo, et qui est capable à tout moment de claquer un but ou deux. Donc je pense qu'ils vont bien préparer ce match, parce que pour eux, la victoire est très, très importante. Donc, à mon avis, ils ont plus à gagner que Montpellier. Donc, moi, je reste fidèle à ma tactique de la meilleure dynamique. Donc, je mets Clermont gagnant sur ce match. Guillaume Je rajouterais qu'effectivement, l'attaque de Montpellier est en berne et que, deuxièmement, Montpellier à domicile c'est très bien, mais en déplacement c'est moins bien, c'est beaucoup moins bien. Et en plus Montpellier n'a pas gagné à Clermont-Ferrand depuis 2005. Alors il n'y a pas eu des tonnes de confrontations, je veux bien, mais ça fait longtemps. Donc je mettrais une victoire à domicile pour Clermont ou un match nul, un bon 0-0 qui finalement peut faire l'affaire de Clermont aussi. Donc le 1 ou le N pour moi. D'accord. Dernier match avant la coupure, permettra de pouvoir aussi vous apprivoiser un peu l'application feuille de match. On quitte Clermont pour se diriger un peu plus vers l'ouest, un peu en montant un peu à Angers. Angers face à Bordeaux. Donc le 15e face au 19e. Bon, de toute façon, moi je n'ai que dire de Bordeaux. Donc 21 victoires pour Angers, 21 victoires aussi pour Bordeaux, avec 17 matchs nuls, des confrontations au nombre de 59 très 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 équilibrées. Malheur au perdant ou bien un match nul, qu'est-ce qu'on envisage dans ce match-là? Pas grand-chose. Pas grand-chose. On peut très clairement désigner ce match comme le match bof de la grille, parce que voilà 2 équipes qui, depuis le début du championnat, ne nous montrent absolument rien. C'est vraiment un miracle que Angers soit 15e, parce qu'ils auraient pu très bien aussi être à la place de Bordeaux, même si ils ont une meilleure défense. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? À chaque semaine, on dit Bordeaux, est-ce que peut-être Bordeaux? Mais malheureusement, Bordeaux s'enfonce. Alors après, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que s'ils veulent vraiment 3 points, c'est sur ce match-là. Parce qu'après, ça sera très compliqué. Et s'ils ne prennent pas les 3 points sur Angers là, c'est fini. Donc moi, je dirais... encore une fois, un petit avantage à Bordeaux sur la motivation, parce que de toute façon, c'est la seule chance qu'il leur reste. Et comme Angers n'a plus rien à gagner, ni à perdre, donc je pense que ce match aurait normalement dû se diriger vers un match nul, parce que c'est un match bof. Mais je mets une petite pépite sur Bordeaux, au cas où. Bordeaux, j'ai vu les comptes. Il y avait un petit rapport sur les comptes des équipes en Ligue 1 et Bordeaux est parmi les derniers en termes de déficit. Donc j'ai très peur pour eux quand ils seront en Ligue 2. Ils sont déjà dans le rouge. Donc ils peuvent descendre en national. Ils peuvent aller très loin. Il faut faire attention. Donc pour moi, ce sera un peu ma petite surprise de la grille. Ça fait longtemps que Bordeaux n'a pas gagné et ce sera peut-être leur dernière victoire pour moi en Ligue 1 avant très longtemps. Donc je vais jouer Bordeaux, voilà, et santé, allez. Merci, on se retrouve dans quelques instants après quelques réclames pour la suite de la grille. A tout de suite. Mes chers amis, nous nous retrouvons pour donc la deuxième partie de cette grille. Et on est dans une ville, un village même, avec un gros projet sportif avec des résultats stratosphériques. On a vu mardi Villarreal qui reçoit l'FC Séville. Bon, il faut vite se remettre dans le bain. Il y a encore des points à glaner face au troisième, se positionner. Que dire de ce match
après l'ascenseur, on va dire, émotionnel, la proximité de pouvoir se retrouver en finale, il va falloir retrouver le FC Séville. Est-ce que le Villarreal va pouvoir, pouvoir se faire respecter à domicile face au FC Séville, presque dauphin aussi, pas loin de Barça? Quel match quand même contre Liverpool. Moi, Villarreal m'a un peu épaté parce que c'est vrai que je ne voyais pas cette équipe capable de rivaliser à ce point, de mener 2-0 contre Liverpool quand même. Le Liverpool quand même, qui fait peur à tout le monde. Donc on peut vraiment dire que Villarreal est tombé les armes à la main. Je pense qu'ils vont conserver cette dynamique contre ce match contre Séville et je les vois bien gagner ce match parce que ils ont envie de se venger de leur frustration, parce que vraiment c'est une vraie frustration, ils y ont cru jusqu'au bout. Et je ne pense pas qu'ils soient déçus, parce qu'ils ont vraiment super bien joué. Et peut-être que ça a été un déclic pour cette fin de championnat, où ils sont 7e et qu'ils peuvent peut-être remonter encore un peu plus haut. Donc moi je mettrais une petite pièce sur Villarreal, le sous-marin jaune. Donc il faut aller chercher une place en Ligue des Champions. Est-ce qu'en Europe? En Europe, parce c'est pas grandi, alors qu'on est passé pour la finale. Ils sont 7e, effectivement. C'est ça. Ouais, et ils sont finalement assez loin des places de Ligue des Champions, alors qu'ils étaient facilement qualifiés l'année dernière. Séville, ils ont 6 points d'avance, je crois, sur le 5e. Donc eux, a priori, ils y seront. Après, c'est vrai que Villarreal, j'ai pas mal apprécié. Il y a des Français qui performent là-bas. Il y a Coquelin, qui joue à Arsenal avant, qui est passé par Valence. Et Capou, je sais pas si vous avez dit, c'était un petit jeune à Toulouse. Là. Il est parti en Angleterre. Et puis là, il est assez performant. Je crois qu'il fait la passe décisive sur l'un des buts de Villarreal. Donc c'est un peu, ils me font penser, c'est un peu le nouveau Valence, je trouve. C'est une ville qui est pas loin. En plus, ils ont récupéré pas mal de joueurs de Valence. Dani Parecrou, qui était capitaine de Valence, qui joue à Villarreal. Donc c'est une équipe à suivre, je pense, dans les années à venir. Je pense qu'Emery risque de rester un petit peu de temps là-bas, à mon avis. Donc je m'attends à un match pas mal. Séville, c'est une équipe coriace, qui est pas là par hasard. Donc double. Il n'y avait pas assez de double dans la grille, donc j'ai dû mettre mon nul là-dessus. Mais j'invite effectivement les parieurs à éventuellement jouer une victoire de Villarreal qui un peu en pleine euphorie, je pense, malgré la défaite. Ils ont quand même su montrer au monde qu'ils étaient capables de jouer un beau football et ça, c'est important. Donc le nul pour moi. Monsieur, j'ai mis mon triple sur ce match-là. Ouais, non, mais ça peut le mériter. C'est un peu compliqué par rapport aux autres matchs. J'ai mis ce triple. On reste en Espagne. Encore une équipe qui a défrayé la chronique, mais dans le bon sens, et qui va retrouver un Atlético un peu moribond, avec une passation de pouvoir, on va dire, l'ancien champion et le nouveau déjà champion. Qu'attendre de ce match-là, entre un Real champion qui va arriver peut-être là vraiment décompressé face à un Atlético qui a besoin aussi, comme le CCV, d'assurer sa place pour les qualificatives en Europe. De toute façon, c'est un derby, on est d'accord. Comme je dis souvent, un derby, ça se gagne, hein, c'est clair. Franchement, après ce qu'a fait le Real Madrid, je pense qu'ils sont encore une fois un peu sur les genoux. Donc je pense qu'Ancelotti va faire tourner. De toute façon, là maintenant, ils n'attendent plus que la finale de la Champions League. Hein. Ça y est, ils sont champions. Donc qu'est-ce qu'ils vont aller chercher de plus? Donc ils vont faire tourner, c'est certain. Et peut-être que l'Atlético de Madrid a, à ce moment-là, toutes les cartes en main pour venir battre le nouveau champion et peut-être le futur champion d'Europe. Et je pense qu'ils ne vont pas se priver de le faire. Alors, moi, je mise sur Atlético de Madrid, mais sur Madrid, j'ai mis mon triple, parce que, évidemment, sur un match comme ça, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer à l'avance. Et c'est deux équipes qui se connaissent trop bien, et voilà, tout peut arriver. Donc, j'ai préféré mettre mon triple, mais je conseille aux parieurs quand même, s'ils le peuvent, s'ils ne peuvent pas mettre de triple à ce moment-là, de miser sur l'Atlético de Madrid, parce que je pense que sur ce match-là, ils ont plus de choses à gagner. Voilà. Ben, c'est vrai que le Real, statistiquement, sur les dernières confrontations, en fait, l'Atlético n'a pas battu le Real depuis 2016. C'est ça. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est une sacrée série du côté du Real. Par contre, c'est vrai qu'on risque d'avoir un Real un peu démotivé, un peu remanié par Ancelotti par rapport au match qu'il y a eu en milieu de semaine contre Manchester City. Et l'Atlético, ils ont des choses à prouver, je pense. Et c'est un match de référence pour eux, parce que là, on affronte effectivement à la fois une équipe qui est leur rival historique, mais en plus, c'est une équipe qui va jouer la Ligue des Champions, donc la finale de la Ligue des Champions. Donc ça va faire un peu étalon, ça va permettre un peu de se jauger aussi. Donc je pense qu'on va avoir un gros Atlético. Et là-dessus, comme je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre en termes de composition et d'état de motivation, ben, je vais mettre mon triple là-dessus. Je l'aurais mis sur Séville Villarreal, mais j'ai hésité. Finalement, j'ai plutôt mis sur celui-là.
En tout cas, moi, je trouve quand même que le Real, avec sa dimension mentale et psychologique très, très importante, même et en plus avec la profondeur de banc, je sais Oui. pas s'ils vont lâcher le match. Par contre, il y a des beaux joueurs sur le banc, mais par contre, quand Benzema est pas là, c'est pas la même équipe, il faut le reconnaître. Quand Rodrigo, il a montré depuis quelques temps que. Oui. Bah, quand ils jouent contre Barça, il y a eu Rodrigo, il n'y a pas Benzema. Oui, c'est vrai. Ça a pris une sacrée dérouillée, donc c'est pour ça que Benzema, quand même, ça reste le monsieur plus, hein, faut le reconnaître. Ah, il a le feu sacré. Ah oui, Il a le feu il sacré. chante en ce moment. Ça, c'est clair et net. Un petit tour d'Italie, messieurs. Un match, encore une fois, entre celui qui cherche à gagner le titre avec, au niveau des confrontations, 29 victoires pour le Milan AC, seulement 11 victoires pour le Vérone et quand même 26 matchs nuls. Que dire? Allez, c'est plié. On se dit, vu comment l'Inter est si proche, on peut assurer que Vérone sera battu par un Milan pragmatique et chirurgical. Patrice? Avec l'Italie, il y a toujours une petite surprise à prévoir. C'est vrai que l'Hellas Vérone a souvent déjoué nos pronostics. C'est une équipe qui est très compliquée à jouer à la domicile. Et puis de l'autre côté, on a un Milan AC qui voit la ligne d'arrivée à pas très loin. Hein, comme dit le synthé, c'est la terre promise. Et donc, ils ont 2 points d'avance sur leurs adversaires. Donc, il y a tout à gagner. Donc, il faut aller gagner ce match. Mais, encore une fois, contre un Hellas Vérone qui défendra chèrement sa peau. Donc, moi, je pronostique quand même une victoire de Milan AC. Allez, un but de Giroud, pourquoi pas, à la dernière minute. Mais je pense qu'ils vont être très motivés à gagner ce match parce que c'est indispensable pour aller chercher le titre. Donc, victoire de Milan AC. Moi, je vais prendre le contre-pied total. Jeudi, semaine après semaine, Milan AC m'impressionne pas, ils gagnent des matchs. La semaine dernière, ils ont battu Fiorentina 1-0 finalement. Sur un exploit individuel. Voilà, il y a même un peu une erreur un peu en face, les deux combinés. Donc, moi, je me dis que ce match-là, ça peut être un piège parce qu'en face, on a une équipe avec des attaquants qui sont en forme. On a Caprari, Barak, le milieu offensif, l'un des 2 attaquants qui a marqué. Simeone n'a pas marqué, mais il a fait un très bon match. Donc là, si genre quand il marque 2, 3, 4. Donc je pense que Milan AC ça va se prendre le pied dans le tapis cette fois-ci. Je vais tenter le coup. Ce sera peut-être la grille qui va me faire gagner des millions. Je mettrai Vérone, qui n'est pas favori clairement, mais qui peut l'emporter selon moi avec leur qualité footballistique. Donc le 1 pour moi. Un petit tour, messieurs, en Allemagne, avec une équipe qui semble coincée en ce moment, à l'extérieur, qui ne confirme pas son statut de qualifié européen et doit gagner face à Augsbourg, le RB Leipzig, avec 8 victoires pour le RB Leipzig face à Augsbourg, 4 matchs nuls et 3 victoires seulement pour Augsbourg. Est-ce que nous aurons donc une victoire logique et qui permettrait aussi de retrouver un peu, récompenser les efforts? Parce qu'on sent bien qu'il y a toujours cette espèce d'assurance d'une belle attaque un peu flamboyante qui joue bien. Mais à chaque fois, là encore la semaine dernière, il y a eu un match aussi en retard. Enfin, il y avait quelques matchs qui permettraient Leipzig d'être serein et puis tout s'écroule. Est-ce que là encore, face à une modeste équipe 14e avec 35 points, et que Leipzig va pouvoir consommer avec mon cher ami Nkoukou? Mais la fin de saison est difficile pour tout le monde, visiblement. Et Leipzig n'est pas en reste. Parce que c'est vrai qu'ils ont perdu quand même contre Union de Berlin, contre Mönchengladbach, qui sont 2 équipes très moyennes. En tout cas, bien au-dessous de leur niveau à eux. Là, ce jeudi, ils ont perdu contre Rangers 3-1. C'est quand même pas rien. Donc, c'est pas la forme. Mais bon, Augsbourg, ça reste quand même une équipe très à leur portée. Et je pense qu'ils auront à cœur de se refaire sur cette équipe-là. Donc, même si, effectivement, la dynamique est plutôt négative à Leipzig en ce moment, je les vois mal perdre contre Augsbourg, surtout qu'ils ont besoin de se rattraper. Donc, victoire pour moi de Leipzig. Et je pense que Nkoukou va retrouver des couleurs. Guillaume? Pour moi aussi, on va jouer sur l'aspect motivation vraiment. À Augsbourg, on n'a plus rien à jouer vu qu'ils sont en Bundesliga l'année prochaine, avec le nombre de points qu'ils ont par rapport au premier relégable. Et Leipzig, ils sont dans une position où ils sont 5e et ils sont pas si loin de ça, de s'accrocher sur les places de Ligue des Champions. Alors ça va pas forcément être un match facile, je pense, mais avec Nkoukou en plus qui a besoin de montrer sa valeur parce qu'il estime aujourd'hui qu'il a le niveau pour aller dans des plus grands clubs.
Je m'attends à avoir un grand Coucou, un grand Leipzig et qui fasse le travail, je pense, pour l'emporter au minimum 1-0. Donc le 1. Merci messieurs. Dernier match avant notre deuxième suspension, à nous retrouver pour la dernière partie de cette grille. L'Eintracht Francfort face au Borussia Mönchengladbach. Le 11e face au 10e, donc un point les sépare. C'est pas Bayern? Disons, est-ce que ce match-là, est-ce que très équilibré au niveau des confrontations, avec 36 victoires pour le Borussia Mönchengladbach, 36 pour le Francfort et 28 matchs nuls, messieurs? Francfort-Gladbach, c'est un petit peu le match bof de la grille allemande. Bon, évidemment, c'est le 11e contre le 10e, donc c'est un match à 6 points. Mais voilà, quoi dire sur ce match? Alors, c'est vrai que Mönchengladbach a, encore une fois, des meilleurs résultats ces jours-ci. Oui, ils ont battu, en l'occurrence, Leipzig, hein, c'est pas rien. Donc, pourquoi pas une belle performance de Mönchengladbach contre un Francfort qui, pour moi, n'est pas une équipe très séduisante. C'est une équipe bof, encore une fois, qui ne nous montre pas grand-chose, qui est là parce qu'ils ont fait beaucoup de matchs nuls surtout. Et je trouve que Mönchengladbach finit mieux la saison. Donc je lui donne une petite préférence et j'ai misé, moi, sur une victoire de Mönchengladbach. Un match, je pense qu'il va être... Alors c'est un match bof, mais en Allemagne, les matchs bof, il y a quand même des buts. Et sur les dernières rencontres, il y a au minimum, ces 5 dernières rencontres, il y a au minimum 4 buts sur les 2 matchs. Donc... j'ai hésité pas mal et je me suis dit que l'une des équipes allait l'emporter tout simplement parce que c'est vraiment des équipes qui sont capables de faire des bons matchs quand même de temps en temps, mais c'est très rare. Donc j'espère qu'il y a une des deux équipes qui va faire un bon match et l'autre pas. Donc je mettrai le 1 et le 2 cette fois-ci. Alors ça c'était le 11e match, je ne sais pas si on peut sauté le Bayern face... C'est parce que c'est le Bayern, c'est ça. Je ne sais pas si on peut retrouver, mais en tout cas... On a cette sensation, effectivement, que Francfort a gagné quand même 2 gros. Je pense qu'ils ont gagné le Bayern aussi, non? C'est ça, tout à fait. Que Leipzig plus, donc aussi, match très ouvert. Ouais, je vais te dire ça. Match très ouvert. Est-ce qu'on peut retrouver le match du Bayern? Sinon, bon, on se retrouve tranquillement après la pause pour pouvoir donc terminer sur les 4 autres matchs de la grille. À tout de suite. Amis parieurs, amis passionnés du ballon rond et donc des grilles qui doivent nous permettre de glaner ces 500 000 € ce dimanche. Ben oui, le match dont on parlait, évidemment, le Bayern qui reçoit Stuttgart. On sent bien qu'on n'est pas dans le Stuttgart des années 2010-2011, on est sur comme le dit le Synthé, un grand écart avec 78 victoires pour le Bayern de Munich, 20 pour le Stuttgart et 20 matchs nuls, messieurs. On va dire, est-ce que là encore, on peut s'attendre à une victoire logique du Bayern à domicile, malgré ces passages un peu à vide ces temps derniers. Voilà, voici une équipe encore qui a subi les aftes. Pour moi, c'est exactement le même match que PSG 3. C'est exactement la même différence de motivation et d'écart sur le papier, puisque Bayern et Stuttgart, il n'y a pas photo. Mais évidemment, puisque le Bayern n'a plus rien à aller chercher cette année, ils sont champions. Donc là, c'est pareil, c'est une équipe qui va venir jouer un petit peu une sorte de suée. Pardonnez-moi l'expression. Et puis Stuttgart qui va essayer de se faire plaisir, parce que quand on joue le Bayern, on joue toujours le match de gala, on essaye d'épingler le leader, l'ogre. Et donc c'est toujours là qu'on peut trouver la fameuse surprise de la grille, le truc invraisemblable qui se passe, parce que c'est pas la première fois que Bayern perd contre des petites équipes. Bayern a souvent perdu contre des petites équipes. Parce que Bayern, je pense, a tendance à sous-estimer un peu, comme ils avaient sous-estimé le PSG il y a 2 ans. Donc, pour ceux qui veulent prendre le risque, moi, je leur conseillerais de mettre Stuttgart gagnant, c'est ce que j'ai fait. Okay. J'ai mis Stuttgart gagnant, parce que je me suis dit, bon, pour aller chercher les 500 000, c'est ce qu'il faut. Il faut aller chercher la surprise qui n'est pas, qui peut arriver, tout simplement. Voilà.
Le grand écart, on appelle ça. D'accord, donc t'as tenté le 1 et le 2, c'est ça? Non, j'ai fait le 2 tout simplement. Le 2 sec. 2 sec. Ok. Pour moi, Stuttgart. Oui, Stuttgart a beaucoup plus à gagner sur ce match et ils vont vraiment faire le match de leur vie, tout simplement. C'est un peu comme le prono que j'ai fait contre sur Vérone. Voilà, exactement. C'est un peu pareil. D'accord, ok. Guillaume, vous avez fait la connaissance de l'homme qui valait 500 000 s'il réussit son coup. Et puis tu sais, les codes ça bouge, hein, donc ça va peut-être monter, on sait pas. Non, c'est Mayence qui a battu le Bayern. C'est vrai que le logo de Bayern c'est le Francfort, c'est quasiment les mêmes. Donc D'accord. c'est vrai que j'ai un peu confondu, autant pour moi. Ok. C'est rare les défaites du Bayern, c'est vrai qu'ils ont perdu contre Mayence, mais c'est peut-être parce qu'ils sont champions, c'est à la fin de saison. On pense déjà un petit peu aux vacances. Par contre, Stuttgart, sur les 5 derniers matchs, il n'y a pas de victoire. Historiquement, ils ont pris quand même l'année dernière, ils ont pris un 4-0. L'année d'avant, ils avaient pris à Munich, ils avaient pris un 4-1. Enfin voilà, c'est rare quand même qu'ils gardent. Il y a une année, c'est vrai qu'ils avaient mis à Munich un 1-4, c'était il y a 3 ans. J'ai vu ça, je suis pourquoi pas. Donc moi je jouais la sécurité pour le coup, hein. Désolé. Je jouais la victoire du Bayern parce que j'ai mis mes doubles ailleurs, mais voilà, ça risque d'être un match quand même avec peut-être des buts de Stuttgart, pourquoi pas. Ouais. Merci messieurs. Un petit tour en Angleterre maintenant avec un Leicester-Everton, le 11e face au 18e, donc Everton. Alors, on est dans un combat de bleu ciel entre 28 victoires quand même pour Everton, hein, aujourd'hui qui est en difficulté, hein, 18e. 23 pour Leicester et donc 28 matchs de nul. Donc très compliqué, messieurs, à mon sens, à pronostiquer. Moi, je vois, par rapport à la dynamique actuelle, malgré tout, une victoire de Leicester à domicile. Ils ont besoin peut-être de se rassurer, peut-être de... On nous a dit que Vardy est de retour. Bon, Maddison était déjà là. Bon, c'est vrai que Everton a plus faim peut-être, mais je vois quand même, par rapport aux capacités intrinsèques des deux clubs, une victoire à domicile de Leicester. Oui, c'est ce qu'on pourrait imaginer de plus logique finalement, parce que Leicester reste une équipe quand même assez rugueuse. Hein, et c'est vrai que chez eux, ils sont quand même souvent performants. Et alors, Vardy en plus de retour, c'est toujours un plus. Et puis Everton, Everton nous en a fait voir de vertes et des pas mûres toute cette saison. Everton, c'est un petit peu la rose qui pique derrière et qui peut toujours vous plomber une grille, comme on dit. Donc moi j'ai préféré assurer le coup avec une victoire ou de Leicester ou de Everton, parce que sur ce match-là, c'est compliqué de sortir un gagnant potentiel, si ce n'est que Leicester, chez eux, à domicile, avec un Vardy retrouvé, peut-être faire la différence. Mais vraiment, très très juste alors. Hein. Oui. Guillaume ? C'est un match super dur à pronostiquer selon moi. C'est vrai qu'on a Leicester qui est devant, qui a un meilleur effectif que Everton, mais Leicester est sur 5 matchs sans victoire. Il y a des nuls. Ils ont affronté Everton il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est un match en retard qui a été rejoué le 20 avril. Donc c'est vraiment très récent. Ça avait fait un partout. Le match d'avant, ça avait fait un partout encore. Mais en fait, ce qui m'a fait pencher un peu la balance, c'est le match qu'Everton a fait contre Chelsea. Moi, je les ai donné largement perdant face à Chelsea avant que le match se déroule. Et on a vu une équipe héroïque, avec un gardien Pickford qui nous a sorti des arrêts extraordinaires et un Richarlison qui a su mener son équipe et marquer le but décisif. Donc vraiment pas facile, et j'ai pris le contre-pied de l'historique. J'ai mis le 1 pour Leicester parce que Everton avait été poussé par son public contre Chelsea, et j'ai peur que sans le public il puisse pas réitérer forcément le même match en fait. Donc j'ai mis d'autre côté le 2, le grand écart, le 1 et le 2 exactement comme Patrice. Merci messieurs. Une équipe qui est très en forme en ce moment. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus à ce niveau. Qu'est-ce qui s'est passé Voilà, on se demande si... C'est quatrième là qui oui, Arsenal is back. Il me semble encore qu'ils ont... Ils ont des matchs en moins. Ils ont un match en moins. Ils reçoivent la modeste équipe de Leeds aujourd'hui. Est-ce que cette confrontation doit être 32, très équilibrée, hein, 32 victoires pour l'Arsenal, 32 pour Leeds, et puis 25 matchs de nul, donc au détour des 89 confrontations. Est-ce que sur cette lancée de cette belle équipe, avec quand même Dallas qui ne sera pas présent, qui a commis une faute publique, s'est blessé. Il est parti aux États-Unis, non? Est-ce que Arsenal tiendra cette dynamique qu'elle a engrangée depuis quelques semaines?
Moi, je pense. Face au Leeds. Moi, je pense parce que c'est vrai qu'ils ont enchaîné 3 victoires consécutives. Ils ont montré vraiment un beau visage. Et en fait, la raison de cela, je pense, c'est parce qu'ils ont des joueurs qui sont des nouveaux joueurs, enfin des joueurs qu'on ne connaissait pas, comme par exemple Nketiah, qui est vraiment très bon et qui a marqué déjà pas mal. Il y a Odegaard aussi. Et puis finalement, des joueurs comme Lacazette se retrouvent sur le banc. Et c'est peut-être ça aussi le renouveau de Arsenal. C'est cette nouvelle fraîcheur au niveau des joueurs, cette manière de jouer sans se poser de questions. Et puis il faut dire aussi que des équipes comme Leeds, Arsenal aime bien les jouer. Surtout à domicile, c'est le genre d'équipe qui va parfaitement à Arsenal. Et je pense que sur ce match-là, il n'y a pas photo. Je pense qu'on va voir du Arsenal et en plus ils vont s'amuser parce que en ce moment ils ont un jeu très fluide. Pour le coup, c'est pas une équipe qui est fatiguée parce qu'ils ont eu un début difficile de championnat, mais cette fois-ci, ça y est, ils sont 4e et peut-être qu'ils peuvent aller encore un peu plus haut, on ne sait pas. En tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite parce que j'aime bien cette équipe. C'est une équipe qui a toujours été très française dans l'âme et qui a toujours été à la pointe du combat. Donc ça me faisait de la peine de les voir traîner leur misère. Ben ça y est, ils sont revenus, donc tant mieux. Donc je pense que ça y est, ils vont gagner contre un Leeds qui en a pris 4 contre City quand même. Donc ils sont pas en forme, Leeds, en ce moment. En début de saison, on avait recommencé à parler du Big Four. On parlait des deux Manchester, de Liverpool et de Chelsea. On va voir Arsenal parce qu'en début de saison, ils étaient vraiment au fond du trou. On parlait même de virer l'entraîneur Arteta. Et on a su lui donner du temps, je pense. Et aujourd'hui, ça a payé parce que c'est vrai qu'il est une équipe de jeunes. Donc forcément, ça demande du temps. On parlait de Odegaard, mais il y a aussi des Saka. Il y a aussi le gardien qui, franchement, moi, il m'impressionne, Ramsdale, qui va peut-être jouer en équipe nationale, j'espère pour lui. Donc, ils n'ont pas fait un beau match contre West Ham, mais c'est difficile de faire des beaux matchs contre West Ham. Ils ont fait un bon match et ils sont assez sérieux. Donc, moi, je les vois vainqueurs contre Leeds, qui s'est séparé de Bielsa, qui a repris un peu plus une identité anglaise et ça commence à ressembler à une équipe de milieu de tableau anglaise. Donc ça, effectivement, Arsenal, ils adorent jouer ces équipes un peu stéréotypées parce qu'ils ont l'imagination pour pouvoir briser les lignes à la fois au milieu et en défense. Donc pour moi, ce sera le 1 très clairement. Très clairement, messieurs. Dernier match de la grille, non de moindre, j'en ai parlé tout à l'heure. Avec un entraîneur, alors qu'est-ce qu'il est sur la sellette, on ne sait pas. Est-ce qu'il va rester mais en tout cas, il joue le titre encore. Encore une fois, il va falloir trouver les ressources pour pouvoir garder cette espèce de concentration et de volonté, cette grinta, pour remporter, puisque Liverpool chatouille très sérieusement, puisqu'ils sont quand même leaders. Ils sont quand même leaders City. Est-ce que City pourra donc enfoncer le clou et en tout cas finir cette saison sur un titre au niveau du championnat, parce qu'on sent bien que, et c'est un peu ça qui peut-être réunit le Real de Madrid et Liverpool. On sent qu'il y a un cran au-dessus au niveau mental. Je sens Liverpool qui a faim. Je ne sais pas si vous regardez la manière dont Sané a regardé la caméra en disant on arrive bientôt à Paris. Ils avaient faim, les gars. On sentait qu'ils en voulaient. Est-ce que City pourra poursuivre et donc remporter ce titre en allant justement, en recevant Newcastle et donc en remportant la victoire à domicile? Ah, City. Franchement, je suis très déçu qu'ils n'aient pas pu se qualifier pour la finale parce que c'est une tellement belle équipe. Ils nous ont montré un tellement beau football. Ils auraient pu en mettre 8 à l'aller, 8 au retour et ils ont été éliminés. On sait comment, on sait pourquoi. Bon. Mais il n'empêche que cette équipe-là mérite largement d'être championne d'Angleterre. Parce que c'est magnifique de les voir jouer, quoi. Alors c'est ça qui fait que aujourd'hui ils se sont fait éliminer parce qu'ils sont trop naïfs en fait. Ils veulent jouer au football, mais ils veulent pas calculer, ils veulent pas truquer. Ils auraient pu se rouler par terre pour gagner du temps. Non, ils jouent, ils attaquent, ils veulent marquer des buts, ils veulent se faire plaisir. Et c'est ça le football moderne. Et c'est ça qui fait que je regrette leur élimination. Mais bon, pour ce championnat, je pense qu'il n'y a pas photo. Man City a les moyens d'aller gagner tous les matchs à venir. Maintenant, j'espère qu'ils auront digéré, parce que c'est dur quand même. Hein. Je pense qu'ils se sont vus qualifiés 2 minutes avant la fin. C'est toujours très compliqué. On connaît ça. Oh là là, nous, les PSG, on a l'habitude. Et c'est compliqué à récupérer une motivation après. Mais bon, il y a un titre à aller chercher au bout. Liverpool, moi je pense que Liverpool a un moins beau jeu que City et contre Newcastle en tout cas, il n'y a pas de problème, ils vont se balader, mais
Vraiment, quel dommage d'avoir perdu cette équipe et de ne pas l'avoir en finale. Et puis j'ajouterais une dernière chose, c'est que Newcastle est une belle équipe aussi, mais en devenir, puisqu'ils sont des nouveaux riches, comme on dit. Mais ils n'ont pas la technique. Il n'y a que leur attaquant, là, comment il s'appelle, notre Français bien aimé, là. Maximin. Même Guadeloupe, qui fait un peu rêver les foules, mais sinon, c'est une équipe qui est un peu plate, quoi. Donc, non, contre ce Man City de Newcastle, j'ai mis un victoire sèche de Man City et je pense que c'est ce qui va se passer. Tu parles de Guardiola qui pourrait se faire licencier. Guardiola ne se fait pas licencier, il part, c'est pas pareil. Ouais, voilà. Chaque fois il part. Guardiola, je vais revenir un peu sur lui quand même, parce que c'est un gars, quand on regarde bien, à chaque fois qu'il joue en championnat, il le gagne. Systématiquement. Et en fait, quand on regarde, effectivement, je pense qu'il est très fort en tactique, en gestion sur la saison. On parle de lui comme quelqu'un de perfectionné, je pense que c'est exactement le cas, mais il gagne très peu de coupes en fait. La seule fois qu'il a gagné avec des champions, c'est parce qu'il avait un Messi de 2012 qui marquait 90 buts par saison et qui était intouchable, qu'il a placé en 9 et qui faisait tout devant en fait. Il y avait Suarez aussi à l'époque. Non, pas encore en fait. Il y a juste Messi en 2012 en fait. Suarez, je crois qu'il arrivait l'année d'après ou 2 ans après. Donc il avait par contre Xavi, Iniesta, Sanchez et Villa aussi. Villa était très important dans cette équipe. Et depuis, il n'a jamais pu regagner Ligue des Champions. Donc je pense qu'il lui manque quand même l'aspect préparation mentale que clairement Klopp a, qu'on retrouve chez d'autres entraîneurs comme Ancelotti, Zidane, etc. Et c'est pour ça qu'aussi à la fin du match, sur l'interview, il parle un peu effectivement de se mettre un peu en retrait de City. Donc, mais il faudra toujours reconnaître que ça reste un excellent technicien et c'est pour ça, pour moi, qu'il devrait l'emporter contre Newcastle, qui même si effectivement Zoran Saint-Maximin, le dribbleur fou, je l'appelle, c'est le plus grand dribbleur d'Europe, on n'en parle pas, mais il a des stats extraordinaires en termes de dribble, au-delà de Neymar, au-delà de tout ce que vous entendez. Et Bruno Guimaraes aussi qui revient de Lyon, c'est un bon élément aussi, mais mis à part ça, City a un 11, quoi. Ils ont même un 22 qui fait que Newcastle n'aura pas l'occasion de briller sur ce match-là, donc ce sera un définitif pour moi. En tout cas, avec le recul, c'est vrai que moi je me dis un peu revenir sur le système Guardiola. J'ai l'impression que quelque part, sa force, c'est aussi sa faiblesse. Oui, c'est ça. Le fait d'avoir mis en place une équipe qui s'adapte toujours à l'adversaire. Ça, c'est son point d'ancrage. Son système, c'est toujours d'étudier l'adversaire et s'adapter à l'adversaire. Ça veut dire que parfois aussi, on finit par perdre son identité, à toujours modifier les systèmes, donc à multiplier donc les paramètres et à ne pas être certain d'une espèce de bonne routine. Et ce que je dis faiblesse, c'est bien ça. J'ai senti dans le match en Ligue des Champions que justement, lorsqu'on est dans un temps compliqué, j'ai vu, pendant qu'il restait 5 minutes, il y a eu les arrêts de jeu et tout ça. Une équipe peut s'en sortir parce qu'elle a une routine. C'est-à-dire qu'elle n'a plus 10 plans de jeu, elle a un plan de jeu. Et on sait exactement que quand on va centrer, qui va tirer, qui va marquer. Là, justement, il y a tellement de possibilités entre Foden, entre celui-là, qu'en temps compliqué où ça se crispe, qui fait la passe, qui frappe, qui fait le centre, ça peut être un point faible, j'ai l'impression. Dans ces temps-là où on a besoin d'une routine. Surtout que tu es perturbé mentalement. Le money time. Le money time, on le voit. Hein, moi, j'aime le basket quand on fait la passe à Jordan parce qu'il reste 15 secondes. Il va la mettre, lui. Donc, je pense que c'est peut-être la petite faille de. Moi, je pense que ce soit psychologique. Je pense que c'est sur cette espèce de digestion de tellement de systèmes qui sont capables de mettre en place. Mais quand on est dans un temps faible, où il y a la pression, comme tu dis, ben, il faut qu'on ait une routine. On sait exactement ce qu'on fait, une chose. On n'est pas trop réfléchir. Parce qu'il reste 3 minutes. Là, il y a plus de combinaisons que chacun peut mettre en place. Et puis ça a tricoté, on a vu. On ne sait plus quoi faire. Moi, je pense que c'est ça. Non, mais Guardiola, il a raison. D'abord, quand on le voit, c'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un, même quand il perd, il ne trouve pas d'excuses. Seigneur. Voilà, Seigneur. Oh et c'est ça qui est fabuleux. Et il projette ça sur son équipe. Mais si l'équipe avait marqué les buts qu'il devait marquer normalement, avec ce ballon qui s'arrête sur la ligne, ce petit pied qui enlève le ballon de la ligne, enfin bon... Normalement, City devait gagner ce match 4-0. On n'aurait même pas parlé de Guardiola, c'était réglé. Donc Guardiola, il est là pour marquer des buts. Mais quand on a une équipe qui a toutes les chances du monde, qui est bénie des dieux, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vrai que la seule chose qui manque à City, c'est qu'ils n'ont pas assez de truqueurs. Ils sont pas assez... Atlético Madrid, en fait. Voilà, c'est ça.
Et il suffit de voir ce qui passait à la fin du match avec le Real. Le Real, ils envoyaient les ballons dans tous les sens. Ils ont des crampes. Voilà, ils jouaient italienne. Avant le penalty, quoi, Voilà, tu voilà. vois, mais après. Et puis voilà, et puis bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Bon, d'ailleurs, Pascal, accepterais-tu de défendre la victime quand même Oui, parce que plutôt. Guardiola, c'est la victime. Et pardon, il faudra défendre le serial tueur, le Real Madrid. Eh bien oui, bien sûr, on accepte. Parole à la défense avant donc la synthèse de la grille, cher ami téléspectateur. Alors, que dire donc de ce client? Moi, j'ai envie de dire plusieurs choses. Évidemment, de la manière. Moi, je dirais quasi coupable, à la fois sous l'élément psychologique, comme on dit, une infraction, c'est l'élément psychologique et l'élément matériel. Sur le matériel, que dire d'une équipe qui a l'habitude, et je regardais un peu les stats, le Real de Madrid, attention messieurs, lorsqu'ils vont en finale, ils la gagnent. Ouais. C'est- C'est systématique. Systématique. Incroyable. Alors, Donc 13 finales, très final. Non, quand les dernières années, en 2017, 2018, Oui, c'est vrai. 2014, 2015, voilà. Et même 2000, 2002 et Voilà. 98, c'est vrai qu'il C'est ça. il Et gagne quand, les trois, hein. et quand ils perdent en finale, c'est deux années 80, 81, 54. Mais depuis les années 2000, quand ils vont en finale, ils la gagnent. Donc effectivement, on peut avoir ce côté serial briseur de rêve. Parce que c'est une équipe qui est, on va dire, étroitement. Modric l'a dit, je crois, et aussi un autre joueur de Real. Son ADN, c'est vraiment jouer la Ligue des Champions. La deuxième chose, c'est par rapport à la campagne 2022, bien évidemment, quand on parle de rêve, on parle peut-être même de fantasme pour certains. C'est que pour trois clubs en tout cas, ils sont passés tout près de concrétiser leur rêve. Donc il y a eu le PSG de Patrice, Oui. il y a eu Chelsea, Oui, ça fait mal il aussi. y a eu Chelsea et il y a eu donc City, cette semaine. City, et dans quel, encore une fois, dans le money time, on a l'impression que il vous laisse, et c'est un peu ça le problème du rêve brisé, c'est que vous vous sentez déjà, vous vous projetez déjà à 2 minutes près, déjà dans l'accomplissement de votre rêve, et puis elle vous, avec Benzema ou maintenant Rodrigo, eh ben, 1 minute, 2 minutes, votre rêve est brisé. C'est pour ça que à la limite on peut accepter la culpabilité, mais c'est aussi, je l'ai dit, dans le côté aussi on peut retenir la récidive, puisqu'on a une réitération. Le faire, c'était un quart, un demi, Là, c'est indécent. un là. huitième. C'est vraiment une natte de l'ADN aussi de pouvoir. Et cette année, on a l'impression qu'on est au mental. Il y a quelque chose de plus qu'ils ont. Alors peut-être que moi j'ai l'impression quand même que c'est la fin d'une période. On a dit, hein, on est sur une génération dorée, mais on sent que c'est... Bon, après en 2023, je ne sais pas, au détour du recrutement. Mais en tout cas, on sent qu'ils ont quelque chose en plus, ils ont fait. Et je finirai sur le fait qu'effectivement, pour une équipe qui est habituée à gagner avec des champions, depuis 2018, c'est la 17, donc je pense qu'ils ont extrêmement fait en 2022. Donc attention à Liverpool, attention à cette équipe anglaise qui aussi peut rêver avec Sané et Salah de pouvoir conclure. Parce qu'on a deux finalistes, en tout cas pour un vainqueur et finaliste de la CAN, et se retrouver en Ligue des Champions le 28 mai au Stade de France. Attention à Benzema et Rodrigo encore une fois, et Vinicius qui peut vendanger 10 000 mais qui sait aussi se faire mal. Oui, le Real peut encore récidiver le 28 mai. Attention, nos amis de Liverpool sont donc avertis. Ben oui, il a brisé mes rêves, ça c'est sûr. Nos rêves, les rêves du PSG. Et puis, est-ce qu'il brisera les rêves de Liverpool? N'oublions pas que Salah a perdu la finale de la CAN. Il a perdu son bras aussi contre Real en finale il y a quelques temps. Rappelons que c'est un match qui a été joué c'était la finale il y a 4 ans, si je ne Oui, m'abuse. 2018. Ah, ouais, donc, À l'époque, il y avait Ronaldo. oui, ça a changé les choses. Et je l'ai dit encore, Ancelotti a rendez-vous avec l'histoire. En tout cas, s'il y a 3-0 pour Liverpool à 8 ans, n'éteignez pas votre télé. hein, Non, c'est voilà. tout ce que je peux dire, hein. Restez bien allumé, restez dans votre télé jusqu'à la 90 et quelques minutes. On a l'impression qu'il y a Hitchcock, Alfred Hitchcock, qui a mis sa patte sur ça. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un facteur chance quand même? Bah, c'est sûr que si. Ah, bah, attends, Toujours. c'est évident. À ce niveau-là, on a vu, je l'ai dit. René dirait que c'est de la réussite. Reprenez tous les matchs du Real
finale depuis Paris Saint-Germain, vous allez voir, mais c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. On a l'impression que, à commencer par les gardiens qui font les fautes à Chelsea, à Paris. Vrai, ça, c'est fou, ça. Hein. Et puis, voilà, c'est... Non, c'est d'ailleurs, irrationnel, on l'a dit. Donnarumma et Mendy, depuis ces 2 matchs-là, leur saison est pathétique. Donnarumma n'est plus jamais revenu à son niveau, et Mendy, c'est pareil, il commence à être critiqué à Chelsea. Ouais. Donc on se demande, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de surnaturel? Marabout. En tout cas, messieurs, en attendant, si on a récupéré ces 500 000 euros de pactole, donc pour une grille à valider dimanche 8 mai avant 8h55. Alors pour 96 euros, donc Paris Saint-Germain 3, donc le 1. Lorient-Marseille, donc le 2 ou le nul. Reims-Lens, le 2 ou le nul. Clermont-Montpellier, le 1 ou le nul. Angers-Bordeaux, le 2. Villarreal-Séville, le N. Atlético Madrid-Real Madrid, le 1, le N et le 2. Hellas Vérone face à AC Milan, le 2. Le RB Leipzig face à Augsbourg, le 1. L'Eintracht Francfort, le 1 face au Borussia Mönchengladbach. Bayern de Munich face au Stuttgart, le 1 et le 2. Leicester face à l'Everton, le 1 et le 2. Arsenal, donc le 1 face à Leeds. Et entre Manchester City et Newcastle, le 1. Voilà, messieurs. Donc, pour en tout cas une belle semaine, nous avons vécu de bons moments au niveau de, j'ai dit, au niveau de la qualité et du niveau de foot au détour de cette Ligue des Champions. Que dit encore de ce dimanche et la semaine prochaine, Patrice et Guillaume? Décidément que le football est un sport magnifique, spectaculaire, plein d'émotions, voilà, qui fait plaisir à tous et à tous les niveaux, puisque même au niveau de nos ligues à nous, il y a des beaux matchs tous les dimanches, donc que ça continue. Moi je dirais que les matchs de qualité permettent de faire des émissions de qualité. Donc n'hésitez pas à regarder l'émission de nouveau sur YouTube et puis l'application reste disponible. Exactement, vous retrouvez donc les expertises de Patrice, de Ronnie, de Guillaume et peut-être moi-même également. Bien sûr. Et puis j'aurai quelques petites infos. Il y a un match intéressant qui se prépare du côté de Saint-Claude au mois de mai. Je pense que ça va le détour. On vous dira plus. Donc restez avec nous sur Éclair TV et encore une fois, rendez-vous la semaine prochaine pour pouvoir pour tirer la révérence pour un 14 sur 14 et puis tout ce qui va suivre sur Éclair TV forcément intéressant. Reste avec nous sur Éclair TV. À très bientôt.